Les belles voitures, les voyages en first class, le luxe exorbitant, qu'est-ce qui fait courir la jeunesse africaine? Qu'est-ce qui la rend tellement fébrile et frénétique vis-à-vis de l'argent et des biens matériels? Quel est ce besoin qu'ont nos jeunes aujourd'hui de posséder et d'avoir des choses qui ne sont pas à leur portée? Faut-il désespérer de cette jeunesse africaine nos limites? Cette jeunesse qui valorise de plus en plus l'argent au détriment de la vie et de la dignité humaine? Victime? Coupable? Comment situer les responsabilités? Comment rectifier le tir? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Jusqu'à quel point seriez-vous prêt à vendre ce que vous avez de plus cher? À quel prix on peut vous acheter? Quelle est la limite à ne pas franchir entre son honneur, sa dignité, sa valeur humaine et l'argent? Il y a quelques jours, des vidéos ont déferlé sur la toile montrant explicitement un homme en train de déféquer dans la bouche d'une femme. C'est le point de départ du scandale du fameux Dubai Porta Potty. Des hommes, des femmes se feraient enrôler à Dubaï pour assouvir les fantasmes les plus abjects de riches saoudiens. Que ce soit la zoophilie, qui est le fait d'entretenir des relations sexuelles avec des animaux, ou encore la cropophagie qui consiste à ingérer de la matière fécale, du sadomasochisme et j'en passe. De quoi faire retourner l'estomac des personnes les plus sensibles. Petite parenthèse, si vous n'avez pas encore vu ces images, je vous déconseille, à moins que vous ne cherchiez à les voir dans une démarche purement pédagogique ou journalistique. Sinon, Après avoir visionné ces images qui, ma foi, sont choquantes, je n'ai pas été surprise parce que on avait déjà eu vent de ce que des pratiques assez particulières se faisaient même sur le continent africain dans nos divers pays par des hommes qui ont du pouvoir et de l'argent. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux choses qui permettent aux puissants d'asseoir leur domination: l'argent, le sexe. Toutes ces personnes qui sont dans ces pratiques, je vous le dis, ce n'est pas que des fantasmes que ces personnes sont en train d'assouvir avec vous. Elles sont en train de vous extirper ce que vous avez de plus précieux. Elles sont en train de voler votre aura, votre succès, de s'accaparer vos bénédictions. En donnant votre accord pour participer, vous signez un pacte non écrit. Vous signez le pacte de vos vies. Et demain, quand quelque chose vous arrive ou que vous avez une maladie dont on ne connaît ni le fondement, ni la source, ni l'origine, vous êtes étonné. C'est du mysticisme, au cas où vous ne le sauriez pas. Vous êtes en train de pratiquer de la magie noire avec ces personnes qui sont dans des sectes, qui sont dans des cercles et qui, pour asseoir leur puissance, doivent pratiquer certaines choses. Donc, vous êtes juste des proies qu'on utilise. Vous êtes donc du cloaba, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le vase de nuit. La connotation du vase de nuit implique le déchet, implique les immondices. Alors, comment vous, des êtres humains, vous acceptez de vous faire passer pour des vases de nuit qu'on utilise comme des objets transportables dans lesquels on peut déféquer, uriner, dans lesquels on peut mettre tout et n'importe quoi? Vous estimez que c'est juste un fantasme? C'est faux. On a tous vu la vidéo, elle est dégoûtante, elle est exécrable, oui, mais sortons de l'émotion. Parce que lorsque ces vidéos ont été révélées sur la toile, des jeunes africains ont cherché à comprendre comment ça se passe, quel est le circuit, comment on entre dans le cercle, comment on se fait enrôler. Pourquoi? Juste parce que notre jeunesse aujourd'hui est arrivée à un point où elle n'a plus de limites. Nous avons une jeunesse aujourd'hui qui valorise plus les possessions matérielles, qui aime paraître, qui aime se montrer sur les réseaux sociaux, dans des vêtements de marque, dans des voitures de luxe, sans pour autant passer par la case travail. Travail à la sueur de son front, sans pour autant gravir les échelons pas à pas. Une jeunesse que nous on appelle en Côte d'Ivoire génération pressée. Une jeunesse en proie à la facilité, mais une facilité déconcertante. C'est à ce point-là que nous en sommes. Et pour moi, c'est ça le réel danger. On n'a pas besoin d'aller à Dubaï. On n'a pas besoin d'aller aux Émirats Arabes Unis. Sur notre continent, il y a des choses qui se passent, sous lesquelles on ferme les yeux. On regarde ça d'un œil bienveillant. On a tous entendu parler du phénomène des géreuses de Busy. Qu'est-ce que c'est? Les géreuses de Busy, c'est tout simplement des jeunes filles de 12 à 18 ans qui vendent leur charme, qui proposent des faveurs sexuelles à des adultes moyennant
des pièces sonnantes et trébuchantes, moyennant des biens matériels, moyennant un service. Le busy, ça vient de business. Donc, elles gèrent leur business. Et c'est quel business? C'est le business du sexe. Donc, c'est une forme voilée de parler de prostitution. Mais c'est tout simplement de la prostitution juvénile. Parce que ces jeunes filles, ce sont des mineurs. Ce sont vos filles, ce sont mes filles, ce sont nos petites sœurs. Elles sont éparpillées dans la ville la nuit, en train de mener des activités nocturnes, en train de gérer leur business de façon illégale, aux yeux et à la barbe de leurs parents, de la société, des autorités. Un autre mal qui fatigue la jeunesse africaine, le broutage. Et ça, personne ne s'en émeut. Des jeunes qui, ma foi, ont un cerveau brillant, qui ont de la suite dans les idées, mais qui décident d'utiliser ça pour arnaquer, pour exproprier, pour voler des personnes vulnérables, pour faire du faux, de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Et généralement, leur proie se trouve à l'étranger. Aux États-Unis, au Canada, en France, en Suisse, en Belgique. À cause de cette pratique de broutage, il y a des personnes à l'étranger qui se sont suicidées. Des personnes à qui vos jeunes ont fait du chantage, du harcèlement psychologique et émotionnel, se sont arrachés la vie pour éviter d'affronter le regard de leurs proches. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est taxée du pays d'arnaqueurs à cause de ce phénomène. Un mal en engendrant un autre, le phénomène des brouteurs a créé le phénomène des amous. C'est quoi les amous? C'est tout simplement de la magie noire. C'est-à-dire que les brouteurs maintenant ont vu d'avoir des affaires de plus en plus florissantes, c'est-à-dire en vue de générer plus de clients. Ils ont besoin maintenant que ces personnes qui sont réfractaires puissent être plus ouvertes, qu'elles puissent être des proies plus faciles. Ils sont emmenés maintenant aujourd'hui à aller voir des marabouts, que moi j'appelle tout simplement des sorciers. Ils vont voir ces personnes qui leur donnent des instructions. Instructions de tuer un membre de leur famille, d'extirper le sang ou des organes humains. Instructions macabres. Je n'ai jamais lu quelque part que ces sorciers, soi-disant marabouts, ont déjà été arrêtés. Pourtant, c'est eux qui donnent des instructions, c'est eux qui donnent des ordres, c'est eux qui sont les prescripteurs. Et ces jeunes qui sont déjà dans la logique de l'enrichissement illicite à tout prix, qui n'ont plus aucun scrupule ni aucune morale, sont prêts à tuer enfants, femmes, petits amis, frères, sœurs, mères. C'est comme des psychopathes. Quand on regarde tous ces facteurs, on comprend que le palmarès est lourd. Quand une jeunesse pense que l'argent prime sur la dignité, que les possessions de ce monde ont plus de poids que la valeur humaine, de quoi elle peut avoir peur? Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer aujourd'hui le fait que nos jeunes soient autant influencés par l'appât du gain à tout prix? Il y a des facteurs exogènes et il y a des facteurs endogènes. En ce qui concerne les facteurs exogènes, il y a bien évidemment l'arrivée d'Internet. Internet a fissuré les murs, si bien que une personne qui se trouve à Yaoundé peut avoir des informations sur ce qui se passe à Kyoto, au Japon. C'est-à-dire que Internet est venu comme globaliser, rapprocher les gens. Et le deuxième facteur exogène, qui est toujours dans la même veine, c'est celui de l'avènement des réseaux sociaux. Si Internet a lézardé les murs, eh bien on dira que les réseaux sociaux ont explosé les murs. Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, je suis ici dans mon village, je peux causer avec quelqu'un qui se trouve en Chine. Je peux causer avec quelqu'un qui se trouve en Inde. Et tout ça permet à ce que les jeunes soient en interconnexion avec des personnes à travers le monde. On ne peut pas faire un rétropédalage. On ne reviendra plus à l'ère où il n'y avait pas Internet. On ne reviendra plus à l'ère où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça va même empirer. Sinon, on ne parle même plus d'Internet. On parle de méta. On va vers la métaverse. Un monde dans lequel chacun pourra, de façon virtuelle, aller au travail, aller à l'école, faire ses courses. Donc, le monde évolue avec la technologie. Nos jeunes sont influençables. Et le rôle des influenceurs, justement, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok, c'est bien évidemment d'influencer les jeunes. Ils influencent à travers une vie extérieure qu'ils présentent. Juste parce qu'ils présentent des marques, ils doivent être dans un environnement idéal. Parfois, le style de vie qu'ils ont ne reflète même pas leur propre style de vie. Mais nos jeunes qui ont accès aujourd'hui à Internet, qui ont accès aux réseaux sociaux, qui ont accès à toutes ces informations, s'identifient à ces personnes-là, s'identifient à ce qu'elles possèdent, s'identifient aux marques qu'elles portent, s'identifient à leur voiture, s'identifient à leur style de vie. Donc, pour les facteurs exogènes, c'est tout simplement Internet et les réseaux sociaux. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de rétropédalage. On ne va pas aller en arrière, on s'en va devant. Voilà, métaverse est devant et ça va aller crescendo. En ce qui concerne les facteurs endogènes,
Bien évidemment, on a notre part à jouer dans l'éducation de nos enfants. Premier facteur endogène, les parents ont démissionné, qu'on se dise la vérité. Il y a trop de laxisme maintenant dans l'éducation de nos enfants. On n'est plus aussi regardant que nos parents l'étaient. Les parents africains ont démissionné, nous avons démissionné. Pourquoi les parents africains d'aujourd'hui n'arrivent pas à transmettre à leurs enfants ce qu'ils ont reçu eux-mêmes de leurs parents et que leurs parents ont reçu aussi de leurs parents? Des valeurs qui nous ont été transmises de génération en génération, telles que des valeurs de partage, telles que des valeurs de dignité, telles que les valeurs de respect, respect de l'aîné, telles que des valeurs de travail, aujourd'hui sont foulées aux pieds par nos jeunes. Si les jeunes aujourd'hui sont devenus fourbes, sont devenus avides de possession et d'argent, c'est tout simplement parce que quelque part, au niveau de l'éducation parentale même, il y a eu un manque. Vous avez votre ado ou vous avez votre jeune qui ne travaille pas, mais qui rapporte de folles sommes à la maison. Vous ne vous inquiétez même pas de savoir d'où cet argent provient. Vous ne cherchez même pas à savoir l'origine des fonds. Vous acceptez que vos enfants qui n'ont aucune activité légale vous ramènent de folles sommes comme ça. Vos enfants qui sont des brouteurs, vos filles qui gèrent les busy, vos filles qui sortent avec le sugar daddy, vos fils qui sortent avec le sugar mommy, vous rapportent des choses. Ils vous achètent même parfois des maisons. Ils vous achètent même parfois des voitures. Ils vous donnent de l'argent, des sommes conséquentes. Vous ne cherchez pas à savoir où ils ont eu ça, comment ils ont eu ça. Vous prenez, vous mettez dans vos poches et puis vous le bénissez. Hé mon fils, merci, que Dieu te bénisse. Là où tu es enlevé là, il n'a qu'à remplacer. Mon fils, hé ma fille, merci, oh, toi au moins, tu as rapporté quelque chose à ta maman. C'est pas comme ta petite soeur là. Donc, vous les laissez comme ça traîner, vous les laissez aller se prostituer, vous les laissez comme ça dans la rue, vous les laissez aller prendre de la drogue et ça devient un poids pour la société. Deuxième facteur endogène qui fait aujourd'hui que les jeunes sont assoiffés de richesse exponentielle à tout prix. C'est juste que la société civile a démissionné. Avant, quand tu élèves ton enfant, la société africaine a un regard sur l'enfant. Dans notre tradition africaine, quand l'enfant de un fait une bêtise, c'est comme si c'est ton propre enfant qui a fait la bêtise, même si c'est l'enfant du voisin. Toi, en tant que parent, tu te sens aussi responsable des actions de cet enfant. Mais aujourd'hui, on est dans un système où chacun éduque son enfant comme il veut, comme il peut. On a mis de côté notre culture et nos valeurs traditionnelles dans laquelle la famille était au centre, dans laquelle la communauté était au centre dans l'éducation de l'enfant. Ça fait qu'aujourd'hui, on voit des enfants dans la rue. On ne peut même pas leur demander ce qu'ils font dans la rue. On ne peut même pas s'enquérir de ce qu'ils font. Aujourd'hui, on est arrivé à un système individualiste où chacun gère ses oignons. Troisième facteur endogène, c'est le rôle que ne jouent pas les autorités compétentes ou tout simplement les organes de compétence. Je crois savoir que dans chaque pays africain, il y a, pour ce qui concerne les mineurs, la brigade des mœurs. Mais moi, je ne sais pas ce que la brigade des mœurs fait dans le cas où on voit des enfants très jeunes, des jeunes filles de 12, 11 ans, jusqu'à 15 ans, la nuit, en train de se pavaner dans les ruelles des capitales africaines. On ferme les yeux sur des choses qui sont évidentes. Pourquoi les parents ne sont pas interpellés, ne sont pas questionnés quand des enfants mineurs sont dehors? Et pourquoi il n'y a pas de descentes musclées dans les maquis, dans les bars, dans des hôtels pour vérifier qu'il n'y a pas de mineurs dans ces endroits? Que fait la police des mœurs? Donc tout le monde a sa responsabilité dans cette affaire. On est coupable de notre laxisme. En tout cas, aujourd'hui, si on veut endiguer le mal, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prendre le taureau par les côtes. Et moi, j'ai 3 propositions à faire à nos gouvernants. C'est tout simplement de réinstaurer le service militaire pour tous les jeunes de 18 à 21 ans. Filles comme garçons, 6 mois obligatoires. Allez les enfermer quelque part pendant 6 mois là-bas, dans un camp. Ils vont aider les villageois. Ils vont apprendre à vivre ensemble. Ils vont connaître la valeur du travail. Parce que pour manger, ils vont devoir parfois aller chercher. Ils vont apprendre à travailler en équipe. Amenez-les quelque part là-bas pendant 6 mois, sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans Internet. Ils en ont grandement besoin. Deuxième proposition, les travaux d'intérêt généraux. Ils peuvent tout simplement balayer la voie, ramasser les ordures, déboucher les caniveaux. Ils peuvent aider à embellir la ville en peignant des murs, en faisant des fresques murales. Ils peuvent aider dans les hôpitaux les malades. Ils peuvent aller faire la lecture aux personnes âgées dans les hôpitaux. Ils peuvent servir dans la chose publique sans recevoir 5 francs. Ce sera pour eux une manière de faire preuve de patriotisme et d'amour pour leur pays, pour leur drapeau. Troisième proposition, le bénévolat. Ils peuvent être bénévoles auprès d'une association. Association d'aide aux enfants, d'aide aux mères seules, d'aide aux femmes battues. Association d'aide aux personnes vulnérables. Il y en a tellement des associations qui ont besoin de main-d'œuvre. Et ça peut être inscrit dans le CV de ce jeune qui demain, quand il ira chercher du travail, quand on va lui demander une expérience professionnelle, il pourra dire « J'ai fait du bénévolat ici et là. Voici mes compétences. Voici ce que j'ai appris là-bas. »
Donc, c'est des systèmes, des programmes qu'il faut mettre sur pied pour inculquer à ces jeunes-là c'est quoi le civisme, c'est quoi le patriotisme, c'est quoi la dignité, c'est quoi la discipline, c'est quoi le travail. Moi, je ne suis pas désespérée de la jeunesse africaine. Je suis une afro-optimiste. Je crois en la richesse et en l'intelligentsia de la jeunesse africaine. C'est vrai qu'on voit des choses qui présentement font peur, mais c'est quelque chose qui peut être endigué. Et à côté de ça, il y a une jeunesse africaine aussi qui est consciente. Il y a des jeunes Africains aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise, qui sont entrepreneurs, des jeunes Africains qui donnent des formations. Il y a des jeunes Africains même qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui font du coaching, qui font de la motivation. Il y a des jeunes Africains qui ont compris que le combat, il se mène sur le terrain du travail et des compétences. Donc moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis très optimiste quant à l'avenir du continent. Je crois en cette jeunesse africaine qui veut prendre sa place dans le concert des nations. Je crois en cette jeunesse africaine valeureuse, fière, travailleuse. C'est vrai qu'il y a quelques brebis égarées, il y a quelques-uns qui ont emprunté le chemin sinueux de la facilité, mais on peut encore les ramener dans le sérail. Coucou team, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous fortifie. Ciao!